Bonjour, voici le nouveau départ d'une semaine sur la dénutrition. Je me permets un petit historique, c'est que depuis l'origine de ce collectif, France Alzheimer a immédiatement adhéré, parce que sensibilisé à la dénutrition, à ce parcours du malade, où à un moment, on rencontre forcément la dénutrition. Nous avons forcément adhéré à ce collectif. Je pense que nous avons un rôle important à jouer dans ce collectif. Vous savez, maladie d'Alzheimer, c'est un binôme qui est concerné, c'est le malade, bien sûr, qui va être très vite concerné par la dénutrition. Mais je rajouterais qu'il est important que l'aidant lui-même ne soit pas victime de cette dénutrition. L'aidant doit aussi être accompagné dans ce domaine. France Alzheimer a toute sa place dans ce collectif. France Alzheimer mobilise son réseau pour être un acteur pertinent, important. Et puis je fais appel aussi encore à ceux qui se posent la question. N'oubliez pas que les services de France Alzheimer sont à votre disposition. Oui, oui, oui. Collaborons à cette grande aventure qu'est la participation de notre collectif de la nutrition. Lundi 21 novembre, c'est le démarrage de la lutte contre la dénutrition. Nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités de marque. Madame Agathe Reynaud-Simon, présidente de la Fédération française de nutrition et trésorière du collectif de la lutte contre la dénutrition. Le docteur Nelly Assiobo, médecin gériatre et nutritionniste. Élie Bakou, conseillère technique de l'UNCAS. Et Jean-Marc Douane, le président de notre association du Pas-de-Calais. France Alzheimer est un partenaire actif. Nous nous battons sur tous les fronts pour dépister précocement les pertes de poids chez les personnes malades avec une prise en charge dès le domicile pour éviter les événements qui vont aggraver les troubles cognitifs. Dépister précocement les pertes de poids chez le proche aidant, car la dénutrition est aussi un facteur qui peut concourir à l'épuisement. Mieux former les professionnels au sein des hôpitaux et des EHPAD. Encourager toutes les initiatives qui concourent à la prévention de la dénutrition sur tout le territoire. Nous associer à des actions phares dans ce champ. Nous sommes déterminés à intervenir à chaque étape du parcours de soins, du parcours de vie. Notre volonté est de sensibiliser le plus grand nombre et de multiplier les échanges sur ce sujet majeur de santé publique. C'est l'objectif de ce webinaire. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un très bon webinaire, de bons échanges. Et comme France Alzheimer, dont la mobilisation est permanente sur ce sujet de la dénutrition, mobilisons-nous tous ensemble. À tous, merci donc de suivre ce webinaire organisé par l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Donc, France Alzheimer est effectivement très mobilisée dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition. Le président donc, vous a présenté nos 4 invités que nous remercions très chaleureusement donc, pour leur participation, leur témoignage, leur éclairage. Et peut-être donc, professeur Agathe Reynaud-Simon, je me tourne vers vous. Donc, la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition, c'est parti. Où en sommes-nous aujourd'hui de la mobilisation? Bonjour. D'abord, je vais commencer par dire vraiment des remerciements à France Alzheimer. C'est vrai que votre engagement a été très fort dès la première semaine de la dénutrition qui était en 2019. Et donc, depuis 3 ans, vous êtes de nos partenaires les plus importants. Donc, merci à vous vraiment pour votre engagement. Alors, la Semaine nationale de la dénutrition, c'est sa 3e édition maintenant. Et l'engagement s'amplifie. Et nous avons cette année 2000 partenaires et nous avons répertorié 15 000 actions en France. Si vous voulez voir où sont les actions, vous pouvez vous mettre sur le site de la Semaine de la dénutrition 2022 où vous voyez la carte de France avec toutes les actions qui ont été répertoriées et toutes n'ont pas été répertoriées. Beaucoup d'actions à domicile, des actions dans les hôpitaux, des actions dans les EHPAD. Et donc, c'est l'objectif de cette semaine, d'alerter à la fois le grand public, mais aussi les professionnels de santé, qui ne sont pas toujours assez
sensibiliser au problème de la dénutrition et les tutelles aussi. Donc, la semaine de la dénutrition, elle a démarré officiellement vendredi, mais déjà mardi dernier, notre ministre, Madame Firmin-Lebaudot, avait visité une pharmacie pour inaugurer le démarrage de la Semaine nationale de la dénutrition. Très bien. Et donc, s'agissant de la maladie d'Alzheimer, quels sont les messages que vous avez envie de partager? Quels sont les acteurs aussi à mobiliser donc, sur cette maladie très précise? Alors, la maladie d'Alzheimer, comme certaines autres maladies, mais peut-être encore plus, va concerner à la fois la personne malade et en effet son aidant, comme l'a bien dit notre président. C'est une histoire en fait soit de famille, soit de proches, et la nutrition représente à la fois un lien forcément émotionnel, mais représente aussi quelquefois peut-être des sources de frustration et de difficultés dans le quotidien qu'il faut aborder à la fois du côté du malade et à la fois du côté de l'aidant. C'est un peu particulier parce que dans la maladie d'Alzheimer, on perd du poids souvent très tôt dans la maladie, quelquefois même avant qu'on ait pu faire le diagnostic médical. Et cette perte de poids, finalement, elle va gréver un peu le pronostic de la maladie elle-même en fragilisant, en fatiguant, en limitant les initiatives d'une personne malade et en mettant comme ça au moment des repas un écart entre le patient et l'entourage. Donc c'est vraiment un sujet particulièrement important à aborder dans cette maladie et très tôt dans l'évolution de la maladie. Et vous diriez que les professionnels aujourd'hui sont de plus en plus formés, qu'il s'agisse du domicile, des EHPAD, qui sont plus attentifs à ce sujet? Oui, probablement, particulièrement en raison de la volonté de mieux former les aidants à domicile. Et donc, de les sensibiliser à la perte de poids, de les sensibiliser au fait de laisser une assiette à moitié vide, les réfrigérateurs qui sont vides ou avec des aliments périmés. Donc, les aidants à domicile sont mieux sensibilisés et on l'espère, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour sensibiliser les aidants professionnels et puis les aidants aussi familiaux ou l'entourage proche qui doit aussi être peut-être sensibilisé à la question de la surveillance du poids en particulier. C'est une génération qui se pesait pas beaucoup et donc il faut peut-être prendre l'habitude pour dépister des pertes de poids avant même qu'elles se voient d'utiliser un pèse-personne par exemple une fois par mois. La dénutrition, le dépistage finalement il n'est pas compliqué, il n'est pas très technique, mais il faut avoir une courbe de poids et donc peser régulièrement la personne. Et savoir qu'à partir d'une perte de poids de 3 kg, 5 kg, déjà, il faut en parler au médecin. Alors ça, c'est vrai pour la personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, c'est vrai aussi pour l'aidant. Très bien. Et vous dites peser régulièrement, donc juste peut-être une fois par semaine? Une fois par mois. Une fois par mois, d'accord. Le plus souvent, il s'agit de choses qui s'installent progressivement. Après, il peut y avoir des pertes de poids plus brutales qui peuvent s'installer au moment d'un épisode médical ou chirurgical aigu ou une modification dans l'environnement social ou des choses comme ça. Mais le plus souvent, c'est pas, on n'est pas. Et puis, il ne faut pas non plus trop se peser parce que là encore, ça va un peu hyper sensibiliser à la question du poids et de la nourriture. Donc, il ne faut pas non plus en faire trop. Alors, je vois que nous avons déjà une question, puisque donc, ceux qui nous suivent peuvent vous interpeller. Une question sur les malades jeunes, bon, effectivement, qui sont très souvent oubliés des structures. Là aussi, j'imagine le même message, il faut être très attentif à leur état de santé et au suivi. Oui, alors la maladie d'Alzheimer, c'est vrai que malheureusement, on peut aussi atteindre des gens en dessous de 50 ans. Et donc, ça peut être un vrai problème. Et de la même manière, c'est aussi des gens qui sont à risque de perdre du poids et du coup d'avoir les complications de la dénutrition. Donc, l'âge est un facteur additif, mais on peut très bien être dénutri plus jeune, quelle que soit la maladie qu'on a. Il y a les personnes âgées représentent la population la plus visée par la dénutrition, mais il y a des enfants qui sont dénutris, comme 1 sur 10 dans les hôpitaux. Il y a des adultes qui sont dénutris, comme 30% dans les hôpitaux aussi. Et donc, les personnes âgées ont plus de facteurs de risque d'être dénutries parce que s'ajoutent à la maladie d'Alzheimer souvent d'autres problèmes de santé. Plus on avance en âge, plus on a de probabilité d'avoir plusieurs problèmes de santé. Et donc, on est d'autant plus à risque de dénutrition.
Merci beaucoup. Docteur Nelly Asio-Bobrom, donc je rappelle, hein, vous êtes médecin gériatre et nutritionniste. Vous travaillez dans une unité transversale de nutrition clinique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que fait cette unité, quelle mission elle remplit? Alors, je vous remercie de me donner la parole. Alors, l'unité transversale de nutrition clinique de l'hôpital Dupuytren se situe au sein de l'hôpital Dupuytren à Draveil, dans l'Essonne. C'est une unité qui existe depuis bientôt 15 ans, donc depuis 2008, et qui fait partie des unités expérimentales qui ont été mises en place pour pouvoir évaluer l'amélioration de la prise en charge nutritionnelle. Donc, ces unités ont fait leur preuve d'efficacité par rapport à la prise en charge, à l'amélioration de la qualité de vie de la personne âgée. Et donc, ont été pérennisées. Notre unité, donc, comme je vous dis, depuis bientôt 15 ans, qui existe. C'est une unité qui a pour objectif principal d'apporter un plus pour la prise en charge nutritionnelle, la médicalisation de cette prise en charge nutritionnelle au sein des hôpitaux et aussi des activités en dehors de l'hôpital. Donc, l'unité est composée de médecins, c'est une unité pluridisciplinaire, composée de médecins, de diététiciens, de cadres de santé, de secrétaires, et nous travaillons avec les rééducateurs de l'hôpital. Donc, vous travaillez tout au long du parcours de soins, c'est ça? Donc, tout au long du parcours de soins, depuis l'accueil du patient, l'hôpital, la sortie, la ville. Et au sein de l'hôpital, c'est une unité qui a un fonctionnement transversal. Donc, l'unité intervient dans toutes les unités de soins. À la demande du médecin, donc le médecin des services de soins formule une demande pour faire intervenir l'unité sur des cas nutritionnels complexes qui dépassent un peu la prise en charge de routine, donc dans les dénutritions sévères, quand il faut mettre en place de la nutrition artificielle, par exemple, avec des sondes nasogastriques ou la sonde de GPE, ou quand il faut préparer une personne pour une chirurgie digestive, surtout oncologique. Donc, l'unité intervient dans ce cadre. L'unité peut intervenir aussi à la demande de l'équipe de diététique dans le cadre de la vigilance nutritionnelle mise en place par l'équipe de diététique. D'accord. Donc, Et lorsque le patient sort de l'hôpital, donc comment ça se passe? Il y a un suivi qui peut... Alors, quand le patient sort de l'hôpital, il y a un réseau de ville avec les médecins référents de ville et les médecins coordonnateurs des EHPAD. Nous avons une consultation de nutrition, donc plusieurs créneaux de consultation qui permettent de suivre ces patients une fois qu'ils sont sortis, quand c'est des patients qui nécessitent un suivi personnalisé. Ces consultations sont ouvertes également aux patients qui ne sont pas suivis sur l'hôpital, mais les patients de ville à travers les médecins de ville et les médecins coordonnateurs des EHPAD. Nous avons également l'hôpital de jour de nutrition qui accueille des personnes ayant besoin d'une évaluation nutritionnelle et d'une prise en charge nutritionnelle. Donc, il y a des consultations, mais il y a également des téléconsultations pour des personnes qui se déplacent difficilement et qu'on a déjà vu une première fois pour permettre le suivi à domicile. Et les téléconsultations nous permettent aussi d'avoir les aidants et de pouvoir discuter avec les aidants, de pouvoir leur expliquer un certain nombre de choses, leur apporter un savoir-faire pour tout ce qui est autour du repas, tout ce qui est l'équilibre alimentaire et les besoins de la personne âgée en termes d'alimentation. Oui, donc pour vous, c'est vraiment important de sensibiliser les aidants, les membres de la famille? Mais les aidants ont un rôle clé dans cette prise en charge parce qu'on a affaire à une population âgée, c'est un hôpital gériatrique. Donc, habituellement, c'est des personnes qui sont un peu en perte d'autonomie et qui s'appuient beaucoup sur l'aidant pour leur prise en charge globale et la prise en charge nutritionnelle. Donc, l'aidant, c'est vraiment un partenaire de soins qui n'a pas les compétences parce qu'il ne s'agit pas d'un professionnel de soins, donc qui a besoin d'acquérir des compétences et d'être accompagné. Donc, c'est dans ce cadre que l'unité transversale intervient. Il y a un programme d'éducation thérapeutique Oser muscler vos menus qui concerne les personnes, des patients qui sortent à domicile
qui sont encore capables de faire leurs courses et de composer leur repas. Mais il y a également le programme de TP Aidance, et nous participons à ce programme sur l'établissement spécifiquement pour les aidants, donc des aidants des personnes qui présentent la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. D'accord. Ok. Et vous avez aussi, je pense, des missions de formation auprès des Nous avons des professionnels. missions de formation auprès des professionnels de l'hôpital, mais aussi à l'extérieur. Comme je vous ai dit, Oui. notre action, il y a l'intra-hospitalier et l'extra-hospitalier. Donc, les formations à l'hôpital concernent tous les professionnels de soins, donc sur tout le parcours, et également le personnel de restauration, les agents hôteliers, autour des thèmes de la dénutrition, des troubles de déglutition et du repas, pour une bonne qualité de repas, pour assurer la qualité et la sécurité du repas. Donc, nous intervenons également dans les maisons de retraite pour tout le personnel de la maison de retraite, aussi bien les médecins, les infirmiers, les soignants et les agents de restauration, les agents hôteliers, sur les mêmes thèmes, de façon à discuter de la dénutrition de la personne âgée, à apporter des compétences pour que ces personnes puissent être à même de prendre en charge, de dépister rapidement les problèmes de dénutrition, de prendre en charge et de nous les adresser quand il y a nécessité. Et vous pouvez nous dire quelques mots peut-être des programmes d'éducation thérapeutique du patient? Ça dure combien de temps? Ça se passe Alors, il y a dans vos locaux? pour le TP Oser muscler vos menus, c'est 5 séances. Donc, il y a une première partie individuelle en chambre du patient avec qui on discute. S'il y a besoin, on appelle l'aidant avec qui on discute pour pouvoir faire notre évaluation. Et ensuite, on les prend en atelier pendant 5 ateliers au cours de la semaine. Et au cours de ces ateliers, on discute des différents aspects de nutrition, de l'équilibre alimentaire, et on écoute leurs questions si on leur apporte des compétences. Et on insiste sur le fait que l'alimentation doit rester un plaisir pour être efficace. Donc, c'est vraiment personnalisé, même si c'est des séances de groupe. Il faut que ça soit personnalisé. Quelqu'un qui aime la viande mangera plutôt la viande. Quelqu'un qui aime le poisson ou le poulet mangera plutôt le poisson ou le poulet, du moment où c'est des sources de protéines. Donc, c'est vraiment donner des canevas, mais sans être trop directif, permettre à la personne de garder le plaisir de s'alimenter. Merci beaucoup pour ces précisions. Et Elodie Bacou, je me tourne vers vous. Donc, vous représentez l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. L'UNCAS est aussi partenaire de la semaine. Qu'est-ce que vous allez préparer? De quelle manière l'Union va-t-elle s'engager? Alors, nous allons avoir la chance de clôturer la semaine vendredi par un webinaire où on va présenter des initiatives de CCS. Et sinon, on va avoir l'occasion tout au long de la semaine aussi de valoriser les initiatives de CCS, dont certaines je vais vous présenter. Je vais rebondir sur les propos précédents. J'ai choisi de vous emmener du domicile en France jusque dans les Outre-mer. Et on va commencer en résidence autonomie. On a le CIS du Grand Annecy qui a créé un moment de partage où chacun amène son repas. Pour les personnes justement qui ont des troubles, notamment de la déglutition ou autre, il y a la possibilité d'emmener un repas qui est préparé au sein de la cuisine centrale et qui est mixé. Sinon, ça peut être des repas qui sont préparés par les résidents ou par leur famille. L'originalité de ce repas, c'est que les familles sont aussi invitées et il y a des agents qui laissent les résidents se placer où ils veulent et les agents se placent suivant les besoins des personnes accompagnées. Tout au long de ce repas, c'est l'occasion aussi de profiter justement d'échanger sur la constitution des repas, de transmettre aux personnes âgées des bons conseils également à leur famille pour rebondir sur le rôle des aidants, des bonnes pratiques et de prévenir tout ce qui est les risques contre la dénutrition, de redonner le goût de manger comme ça a été dit, également de remaintenir le lien social comme c'est important en ces temps de Covid. Et il y a 4 objectifs qui sont la convivialité, la solidarité, le partage et l'autonomie. Parce que le but, c'est aussi de remettre de l'autonomie chez les personnes âgées dans les actes du quotidien, et si possible, de réinstaurer le plaisir de se préparer à manger. En priorité, le public qui est ciblé, c'est les personnes isolées. Le bilan a été très positif. Cela a permis de remettre un peu certains gestes de la vie quotidienne chez des personnes qui étaient un peu moins autonomes que les autres, et pour les autres, de partager un moment assez convivial.
Ma deuxième initiative, pour le coup, passe à domicile et c'est le CCS de Clermont-Ferrand qui livre des repas luxés contre la dénutrition à domicile. La visée était de compléter l'offre qui est à destination des personnes âgées à domicile et je vais rebondir sur l'importance de former les professionnels de santé au risque de dénutrition. Donc, toute l'équipe de la cuisine a bénéficié d'une formation sur les textures modifiées au sein du lycée hôtelier. Et la conseillère en économie sociale et familiale se déplace au domicile des personnes âgées pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées. Donc, elle participe à la prise en charge sociale et alimentaire. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent être pris en compte, le degré d'autonomie de la personne âgée, son désir de rester à domicile, ses âges, difficultés de massification, ses problèmes de santé. Et cette offre peut évoluer suivant l'évolution de l'état de santé de la personne. Et en dernier, je vais vous faire voyager. Donc, on va prendre l'avion et on va aller au CCS de Pamandzi à Mayotte, où le service de portage de repas livre à domicile chez les personnes âgées un petit déjeuner. Alors, je vais rebondir sur France Alzheimer. Il y a un double objectif, favoriser la mémoire et éviter les coups de fatigue qu'on a classiquement au milieu de matinée, et d'apporter les premiers éléments nutritionnels au petit déjeuner. Le petit déjeuner est assez classique. Hein. Il y a un petit pain, une viennoiserie, un produit laitier qui peut être un yaourt ou un fromage, un fruit, un jus de fruits, et un sachet de thé ou un stick de café. Avec mon arrière-fond de bien aussi maintenir sa masse musculaire. Le petit déjeuner est préparé par 3 agents du CCS et distribué par 2 agents du CCS, qui permet aussi de faire tout le travail d'accompagnement social et de maintien du lien social. Et là, on a 2 petits points de vigilance pour se lancer dans ce dispositif, c'est qu'il faut en amont informer les familles et aussi bien co-construire l'action avec ses partenaires sur le territoire. Donc, c'était mon petit tour de France et d'outre-mer. Eh bien, merci beaucoup. Vous diriez justement peut-être que les CCAS ont un rôle de plus en plus important sur ce sujet du fait de la proximité? Alors oui, on l'a vu avec la crise sanitaire. Un des premiers objectifs pour la crise sanitaire, ça a été de permettre aux personnes qui étaient à domicile et même en EHPAD de bien s'alimenter. On a pas mal de CCAS qui sont lancés dans la livraison de courses et le portage de repas. Et les services de portage de repas ont élargi leur public. Donc, on a eu des maladies chroniques, des personnes isolées, des personnes atteintes de pathologies lourdes comme des cancers. Et oui, il y a tout un travail des CCAS qui est mené sur l'alimentation et le plaisir de manger et remettre du lien social là où la crise sanitaire a pu un peu isoler les gens. Effectivement, merci beaucoup. Je vois que nous avons une question de Christine, donc je vais peut-être la poser avant de donner la parole à Jean-Marc. Est-ce qu'il existe effectivement des aides en milieu rural ou un accompagnement peut-être pour mesurer son poids, pour suivre cette courbe de poids? Et je pense que la personne fait notamment référence au manque de médecins traitants, de professionnels dans les territoires. Donc, quand on vit sur un territoire un petit peu isolé, à qui est-ce qu'il est possible de faire appel? Peut-être professeur Gatreno-Simon. Alors, c'est vrai que oui, c'est difficile. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de médecins généralistes qui sont installés en ce moment. On est encore en train de raréfier l'offre de soins pour ça. Ça va reprendre un peu plus tard, mais là, on est encore dans la pente descendante. Comment faire quand on a un problème de troubles nutritionnels, finalement, qui peuvent être des pertes de poids, des pertes de force, des problèmes de déglutition, de mastication, tous ces troubles-là existent. C'est vrai que c'est intéressant de faire quand même un bilan médical parce qu'on peut aussi attribuer à la maladie d'Alzheimer des pertes de poids qui peuvent être liées à autre chose. Il faut faire la part un peu des problèmes médicaux. Alors, si on n'a pas de médecin traitant, est-ce qu'on peut être accompagné plus loin dans l'absolu? L'idée, c'est qu'une consultation soit en gériatrie, on dit plutôt pour les plus de 70 ans, ou dans des consultations de médecine polyvalente, peut aussi aider à déjà mettre le doigt sur le problème et puis après de proposer une prise en charge. Alors, on espère que dans les zones rurales, il n'y a pas que les médecins qui peuvent être sensibilisés, bien sûr, et que c'est aussi le rôle des infirmières, des aides-soignants, des auxiliaires de vie de pouvoir identifier ce problème. Ça peut être aussi le pharmacien. Et en fait, c'est vrai qu'on se posait la question, avant il y avait des pèse-personnes dans les pharmacies, il n'y en a plus. Bon, peut-être que ce n'est pas très commode et que les pèse-personnes sont plus souvent au domicile, mais finalement, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de se peser et qui vont voir un professionnel de santé, ça pourrait être aussi une solution. On pourrait imaginer aussi que dans les mairies, il puisse y avoir aussi des structures qui puissent dire, au moins donner des outils
pour que la personne elle-même et son entourage se disent là, je maigris, c'est pas tout à fait normal, j'ai moins d'appétit et qu'est-ce que je dois faire, pourquoi, et pas banaliser le problème. Je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est de ne pas dire c'est normal, on maigrit parce qu'on vieillit, c'est normal, on maigrit parce qu'on a un tel problème de santé. Oui, on maigrit, mais on sait que de faire une prise en charge nutritionnelle, ça va améliorer le pronostic des personnes. Et avec la prise en charge nutritionnelle, il faut aussi de l'activité physique, parce que l'enjeu, c'est le muscle. Donc, il faut manger, bouger. La semaine de la dénutrition, c'est aussi un projet du Programme national nutrition et santé. Donc, finalement, on retombe bien sur nos pieds, que ce soit pour des personnes de tout âge, avec n'importe quel problème de santé, ou surtout en prévention. Il faut manger, il faut faire de l'activité physique. Et ça, il faut pouvoir avoir l'information et y être sensibilisé. Merci beaucoup. Jean-Marc Douane, je me tourne vers vous. Vous êtes président donc, de France Alzheimer Pas-de-Calais et vous allez nous présenter une initiative absolument passionnante qui s'appelle la cuisine mobile, puisque comme bien sûr vous l'avez remarqué, on aborde la nutrition donc, sur l'ensemble du parcours de soins, du parcours de vie, du domicile à l'établissement. Et donc nous allons voir un petit film que vous allez nous commenter. Vous allez nous dire aussi pourquoi donc France Alzheimer s'est associé à cette cuisine mobile. Effectivement, c'est un partenariat que nous avons développé avec un EHPAD qui s'appelle l'EHPAD de l'Abbey à Liévin, dans le Pas-de-Calais, où autour d'une table, nous avons décidé de faire, dans un premier temps, l'idée c'était de faire des ateliers cuisine. Et puis on s'est dit, pour le rendre plus attractif, pourquoi cette cuisine ne voyagerait pas et irait à la rencontre d'associations ou d'activités d'action de l'association. Et pour qu'une cuisine soit mobile, il faut qu'elle soit transportable. Vous avez vu les deux premières photos où on la voit emballée. Par ses dimensions, elle fait 90 cm d'auteur, 1 mètre de large, 1,50 m de long. Ça veut dire qu'elle rentre dans un fourgon. Et il ne faut, à une personne, il ne faut que 3 minutes pour l'installer. Vous avez le film qui se déroule actuellement, où on voit avec quelle aisance il est capable de monter une véritable cuisine, comme on peut l'avoir à la maison, avec une plaque chauffante, avec un four, avec un évier, avec une table de travail, etc. Alors, cette cuisine, elle est mobile, donc on la transpose. Enfin, les premiers essais ont été faits en intramuros dans l'EHPAD pour voir un petit peu comment on pouvait articuler tout ça. Et puis maintenant, on commence à la faire bouger et aller dans les structures. Notamment, nous l'avons vécu nous dernièrement lors d'une halte relais. Des moments de plaisir partagés, tout simplement parce qu'il y a le fait de se retrouver ensemble et de travailler ensemble sur la préparation du plat, éplucher les légumes, selon les directives de la diététicienne, où on va faire des rondelles de carottes, où on va faire des petits cubes, voilà, et ça c'est un exercice qui est important pour le malade. On y met toute une mise en scène. Vous voyez actuellement à l'écran un monsieur qui va se mettre à faire l'atelier et à qui on met un tablier, parce que ça fait partie du décor, et puis on veut que le plaisir soit complet. Donc, à côté de la cuisine, on a mis aussi en place, on a mis une attention particulière également sur la vaisselle, puisqu'on a une vaisselle design, et il faut que la table soit belle. Et nous partons du principe que pour que les gens prennent du plaisir à déguster ce qu'ils cuisinent, eh bien, il faut aussi que ça passe par le plaisir des yeux. Lorsqu'on a une assiette qui est bien présentée, lorsqu'on a un beau plat qui est bien présenté, ça donne faim, donc ça donne envie de goûter, ça donne envie de manger. Et comme nous sommes souvent en groupe, et bien là, c'est un partage, un repas qui est partagé entre amis, parce qu'on peut dire que les personnes qui sont autour de la table finissent par créer des liens, et ça leur permet donc de pouvoir déguster des plats qu'ils ne feraient pas à la maison, mais qu'ils sont capables de refaire à la maison, puisque la diététicienne établit des fiches menus. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et le temps que ces plats passent au four ou sur la table de cuisson, eh bien, on a des petits ateliers qui permettent à nos malades et à leurs aidants de pouvoir passer le temps. Sur la photo, vous voyez, on joue au Mikado, on joue aux petits chevaux, on joue aux cartes, peu importe. L'important, c'est qu'il n'y ait pas une interruption entre la cuisine qui est terminée et le plat que l'on va déguster quelques instants après. Voilà, ce qu'est la cuisine mobile.
un très gros avantage, c'est qu'on peut l'emmener quasi partout, qu'il faut très peu de temps pour l'installer, qu'il n'y a pas besoin d'avoir du matériel spécifique pour le branchement. Il suffit d'un point d'eau, d'une prise électrique et c'est parti. Voilà, et on voit ces très belles photos, hein, donc j'imagine une grande satisfaction et Oui. des personnes malades et des aidants. Oui, c'est une grande satisfaction parce que ça reste un moment de convivialité. Et puis, alors, nous sommes un peu victimes de notre succès parce que la cuisine mobile est faite pour accueillir les gens autour de la cuisine. Et si on en reste au cahier des charges primaire, il faudrait qu'on ne dépasse pas le nombre de 6 à 8. Et vous avez pu le voir sur les photos, on est plus souvent 20 ou 25 que 6 ou 8. C'est très difficile pour nous de refuser l'accès à cette cuisine mobile et c'est très difficile de se limiter sur ce parcours de 6 à 8 personnes parce qu'on essaie de satisfaire le plus grand nombre. Or, si on se cantonne à 6 ou 8 personnes, et si on voulait les faire tourner, il ne ferait que 2 ateliers par an, ce qui fait que ça perdrait beaucoup d'intérêt. Donc, nous préférons nous retrouver au bord de la cuisine sur des tables, travailler en commun. Par contre, après, c'est le matériel de cuisine qui permet la cuisson, c'est le four qui permet la cuisson, etc. Voilà. Écoutez, bravo. Et donc, quelques mots peut-être sur ce que vous allez organiser cette année, pendant cette semaine. Alors là, c'est le moment ou jamais dans la semaine de nutrition de faire connaître que ce concept existe. C'est le moment ou jamais pour le coup, de communiquer sur la mobilité de la cuisine, puisqu'avant, je vous l'ai dit, pour essuyer les plats, on est resté à intramuros pour tester le système. Aujourd'hui, on est opérationnel. Aujourd'hui, on sait comment ça marche. Aujourd'hui, on connaît les limites et les failles du système. Ça nous permet donc de pouvoir nous déplacer. Il y a pour la semaine de la dénutrition, des déplacements qui sont prévus dans des EHPAD, qui sont prévus dans une maison rurale, qui sont prévus également chez France Alzheimer Pas-de-Calais, dans notre halte relais. Et on communique énormément sur cette problématique de dénutrition. Merci beaucoup, Avec plaisir. Jean-Marie-Douane. Alors, nous avons une question de Tara, donc peut-être, docteur Assio-Bobrom. Quelle est la cause du désintérêt, hein? Pourquoi est-ce qu'à un moment, on renonce à se nourrir? Est-ce qu'on n'a plus envie de cuisiner? Est-ce qu'il y a des facteurs psychologiques, des facteurs aussi qui peuvent être liés à des pathologies, comme on a pu le voir? J'imagine que c'est très difficile de répondre en quelques mots à cette question. Non, il y a plusieurs causes, comme on le dit. Oui. La toute première, c'est l'âge. Oui. Parce qu'avec l'âge, il y a des modifications qui se font au niveau du tube digestif depuis la cavité buccale et qui fait qu'il y a un changement des goûts. Donc, on perd des goûts, certains goûts. Le goût pour le sucré reste un peu plus longtemps, mais on perd le goût pour certaines, comme le salé par exemple, qui se perd un peu plus tôt. Ce qui fait qu'on a moins envie de manger, on a moins d'appétit, puisqu'on n'a plus le goût des aliments. Il y a l'odorat aussi qui se modifie. Et puis, il y a ce qu'on appelle la presbyphagie, c'est le vieillissement de la déglutition qui fait qu'on va déglutir plus lentement, on met plus de temps à table, on se lasse parfois et voilà. Ça peut expliquer en partie qu'on n'ait plus envie de manger comme quand on était jeune. Après, il y a toutes les pathologies, hein. C'est la cavité buccale avec le vieillissement. On perd les dents, les appareils dentaires qui ne sont pas très stables. Donc, pour mastiquer, c'est déjà compliqué. Donc, il y a ces pathologies liées au vieillissement qui peuvent expliquer aussi qu'on ne puisse pas manger comme quand on était jeune. On a vu avec la pathologie Covid, il y a une modification du goût, de l'odorat. Donc, il y a certaines maladies, il y a des médicaments qu'on prend parce qu'avec l'âge, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de pathologies et on prend beaucoup plus de médicaments et il y a des médicaments qui vont agir sur le goût, sur la sensation de faim, sur la sécheresse buccale et qui vont faire qu'on mangera moins que quand on est jeune. Il faut rester vigilant parce qu'il n'y a pas de raison, c'est des choses qui se corrigent. Donc, voilà, avec une diététicienne, par exemple, on peut savoir, par exemple, aromatiser, mettre, comme on a dit, le plaisir déjà visuel, l'odorat et essayer de stimuler un peu plus l'appétit quand c'est lié à l'âge. Après, il y a d'autres pathologies qui vont entraîner aussi une anorexie, donc des maladies cancéreuses, d'autres maladies. Voilà, donc il y a
En dehors des pathologies, il y a le fait que le vieillissement aussi va impacter cette envie de manger, mais il faut rester vraiment vigilant et pouvoir corriger les choses parce que quand on ne mange pas suffisamment pour couvrir les besoins, c'est la dénutrition et on sait que la dénutrition a des conséquences dramatiques. La dénutrition est un facteur de morbimortalité et va aggraver le pronostic de toutes les autres pathologies. Donc, dès qu'on sent qu'on ne mange plus comme avant et qu'on ne finit pas ses repas, qu'on n'a plus envie de manger, il faut alerter le médecin traitant, alerter l'infirmière qui vient. Il y a aussi l'isolement, parce que la personne âgée qui est seule, quand on est seul, le repas, c'est un moment de convivialité. Hein. Quand on se retrouve seul, qu'on est un peu fatigué parce qu'on commence par être dénutri, on est en perte d'autonomie, qu'on n'arrive plus à porter les courses, parce que porter 5 kilos de courses, 2 kilos de courses, ça devient compliqué. On achète et quand on n'a pas envie de sortir, le réfrigérateur, il est vide. Donc, on ne mange pas parce qu'on est seul. On ne mange pas parce qu'on n'a pas grand-chose à manger, parce qu'on ne fait plus les courses, parce que peut-être on est trop fatigué pour cuisiner. Donc, vraiment, c'est une enquête que nous, on va faire pour savoir la cause de cette perte d'appétit, de ce manque d'envie de manger et qui nous permettra d'apporter des solutions individualisées en fonction de la cause de ce manque d'appétit. D'accord. Alors, il y a une question aussi qui est très récurrente. Jean-Marc Douane, vous allez me le confirmer, je pense. Il y a beaucoup de questions qui sont exprimées par les personnes malades et le plus souvent aussi par les familles sur les régimes. Est-ce qu'il y a un régime que vous conseilleriez? Est-ce que ça peut être une solution? Comment est-ce qu'on aborde ce sujet? Et on a l'impression aussi d'une certaine mode, qu'un régime supplante l'autre dans l'actualité. Malheureusement, il n'y a pas de régime miracle, il n'y a pas d'alimentation miracle. Ce qu'on sait, c'est que dans la prévention de la maladie d'Alzheimer de toute une vie, c'est-à-dire c'est l'alimentation à partir qu'on est enfant, jeune adulte, etc., plus on mange méditerranéen, entre guillemets, c'est-à-dire riche en fruits et légumes, de l'huile d'olive, du concombre, de l'ail, et dans le régime méditerranéen, il y a de l'activité physique aussi, plus on est proche de cette alimentation-là, moins on a de risques d'avoir de maladie Alzheimer plus tard. Donc, en termes de prévention, plus on a une alimentation diversifiée et entre guillemets saine, mieux c'est. Après, une fois qu'on a 50, 60, 70, 80 ans et qu'on a une maladie d'Alzheimer, qui peut être liée à l'alimentation, mais l'alimentation n'apporte qu'un surrisque, c'est pas de la faute de personne d'avoir une maladie d'Alzheimer, il faut quand même bien le préciser. À ce moment-là, la question, c'est comment on peut déjà éviter de maigrir. Alors, on a parlé de la perte d'appétit, en effet, qui se voit spécifiquement d'ailleurs dans la maladie d'Alzheimer, en plus de ce que donne l'âge éventuellement. À ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est que cette perte d'appétit, elle peut être réversible. Ça, c'est important. On a toujours l'impression que quand les gens n'ont pas d'appétit, c'est foutu. Et en fait, on s'aperçoit que si on fait une prise en charge nutritionnelle et qu'on augmente la densité nutritionnelle des aliments, plus d'énergie, plus de protéines, etc., en fait, on arrive déjà à faire en sorte que les gens reprennent de l'appétit. Alors ça, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de couper l'appétit en donnant à manger, mais plutôt favoriser l'alimentation et à cause de la régulation un peu inadaptée des fois de l'alimentation, on prend plutôt plus d'appétit. Donc ça, la première chose, c'est ça, il y a la régulation de l'appétit. Après, de savoir si c'est bien de donner des oméga 3, de faire des régimes cétoniques, etc., etc. Honnêtement, à ce jour, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on a des résultats. Il y a des choses qui promettent un peu, mais peut-être que toutes les études cliniques qui ont été faites sont un peu tardives. On essaye d'aller de plus en plus en amont et précocement, mais on voit bien que c'est de l'alimentation sur le long terme qui peut avoir un intérêt. Donc, il ne faut pas attendre de 1 mois de régime quelque chose, d'avoir une efficacité, et même des régimes de 2 ans chez des gens qui étaient en pré-maladie d'Alzheimer n'ont pas apporté d'amélioration sur le plan cognitif.
Donc, je crois qu'il vaut mieux rester dans une alimentation plaisir, selon ses propres habitudes, et pas se dire il faut que je mange ça. Et surtout, il ne faut pas se dire je ne vais pas manger ça. Parce que alors, pas, le régime sans sel, c'est très mauvais pour le goût et ce n'est pas tellement meilleur pour la santé. Et les régimes sans sucre, c'est pas bien, c'est pas très bon non plus. Il n'y a aucune raison de se restreindre, ni en sel, ni en sucre, ni en matière grasse, à partir du moment où on est dans une situation où on a un risque de perdre du poids. Et donc, médicalement, il n'y a pas beaucoup de ces restrictions alimentaires qui sont justifiées. Il faut bien en parler avec son médecin, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour dire qu'il faut faire des choses comme ça. D'accord. Et alors, dans vos propos, je pense que tous les quatre, vous avez employé le terme plaisir, convivialité. Donc, comment est-ce que ça se construit? Comment ça s'intègre dans le projet? J'imagine que c'est une dimension extrêmement importante. Je me tourne vers vous. Et peut-être en complément aussi de la question de l'activité physique, même si c'est une activité physique adaptée, est-ce que c'est aussi quelque chose, Jean-Marc Douane, que vous encouragez? C'est un tout, si vous voulez, quelle que soit la pathologie, on va entendre le tronc commun qui est de manger sain, de manger méditerranéen, de pratiquer une activité physique, etc. Donc, si c'est vrai pour un tas de pathologies, c'est aussi vrai pour la maladie d'Alzheimer. J'ajouterai quand même une particularité, et surtout sur la notion de plaisir. Il ne faut pas lier aux difficultés. Si la personne qui souffre d'un Alzheimer a du mal à la mastication, si elle a du mal à la déglutition, il faut qu'on trouve un autre palliatif. Ça ne sert à rien de lui faire des pommes de terre, elle ne va pas les manger de toute façon. Donc voilà. Et nous développons, et nous allons nous efforcer de développer cette activité-là dans les semaines qui vont venir, sur ce qu'on appelle le manger-main. On va avoir là un aspect visuel, parce que ça va se présenter comme des petits toasts à l'apéritif, et qui n'a jamais osé aller grignoter un toast à l'apéritif, ça va se présenter de la même manière, sous forme de petits toasts, avec des couleurs différentes, avec une composition différente, du légume, de la viande, etc. Et peu importe l'ordre dans lequel le malade va le manger, l'important c'est qu'il soit allé chercher les calories nécessaires, les vitamines nécessaires, en fonction du toast qu'il aura choisi. Et on est là dans un autre plaisir qui est l'aspect gourmand. Je passe le plat, je prends un petit toast, je bois un coup, je reprends un petit toast. Et à la fin de cette mise en scène, eh bien, on s'aperçoit que la personne a mangé un repas quasi complet. Pas dans le bon ordre, mais elle a quand même mangé son repas complet. Donc c'est encore voilà, une notion de plaisir, une notion de partage. Et il faut à mon avis, mais c'est ce qu'on essaye de faire au moins chez nous, c'est de se forcer à trouver des solutions pour pallier à ces difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui souffrent d'Alzheimer, ou d'une autre pathologie d'ailleurs. Et Élodie Bapou, en écoutant donc notamment aussi le professeur Agathe Reynaud-Simon qui évoquait le rôle des mairies lorsqu'il y avait moins de professionnels de santé, ou qui évoquait également la lutte contre l'isolement, on se dit, tiens, finalement, les CCAS, ils couvrent un champ aussi très large, parce que la lutte contre l'isolement, je crois que c'est un sujet qui vous est cher. Et effectivement, le domaine est assez large. Au-delà des CCAS qui sont gestionnaires de services ou d'établissements, on a aussi des CCAS qui organisent des activités d'animation, justement sur la simulation bien manger. Il y a aussi des ateliers qui sont organisés avec les banques alimentaires par rapport à tout ce qui est alimentaire. Donc, effectivement, il y a des ateliers cuisine, il y a pas mal de choses qui se font. Et oui, je vous rejoins sur le plaisir partagé, peu importe l'ordre, et remettre du sens dans le repas. Oui, effectivement, il y a pas mal d'activités au sein des CCAS, pardon. Et là, pourquoi donc, vous êtes engagé dans la lutte contre la dénutrition comme partenaire officiel? C'est vraiment un sujet majeur de santé publique? Ah oui, on s'est engagé comme partenaire parce que ça nous tient à cœur. Les CCAS sont très innovants et développent pas mal d'actions sur le bien manger. Et comme c'est un point essentiel de la santé et que ça maintient effectivement en bonne santé, ou ça limite les risques que les situations pathologiques s'aggravent, ça nous tenait à cœur de valoriser les initiatives des CCAS et d'encourager d'autres CCAS qui ne seraient pas encore lancés dans le dispositif à voir qu'on peut faire des ateliers ou des services de portage de repas à domicile avec un peu d'innovation et assez peu de moyens et beaucoup d'originalité, et de remettre un accent sur l'alimentation. D'accord. On a évoqué aussi ces médicaments qui peuvent freiner l'appétit. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Et est-ce que
on va vers une démarche de sensibilisation peut-être de l'industrie pharmaceutique à ce sujet parce qu'on dit que les personnes âgées prennent beaucoup de médicaments. Alors, je ne sais pas, voilà. C'est Parce qu'il y souvent a le cas. beaucoup de pathologies aussi. Donc, est-ce que là, ça peut être une piste de recherche? Alors, en effet, d'action. on dit qu'il y a un certain nombre de médicaments, surtout qui altèrent le goût des aliments. En plus. Certains aussi donnent la bouche sèche et certains peuvent entraîner un certain degré d'anorexie. Donc, oui, c'est possible. Alors, il y en a pour lesquels c'est cliniquement perceptible. D'accord? Par exemple, les antalgiques avec de la codéine, la morphine, tout ça, ça peut freiner l'appétit. Mais il y a beaucoup de médicaments pour lesquels c'est en effet dit qu'il peut y avoir un problème avec l'appétit, mais ça peut être un antihypertenseur et la personne elle a besoin d'un antihypertenseur et on ne peut pas savoir vraiment dans quelle importance il y a, ce médicament va avoir un effet sur cette personne-là. Donc, je pense que pour les médicaments, il faut bien réfléchir à l'ordonnance. Ça, c'est vraiment le travail des gériatres en particulier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de pathologie qui soit insuffisamment soignée sous prétexte que la personne est âgée, parce que ça, il y a beaucoup de ça aussi dans les ordonnances, c'est-à-dire qu'ils sont sous-traités pour certaines choses, on ne sait pas pourquoi, et pas non plus d'excès de traitement. Donc l'ordonnance, c'est pas tellement à un moment, on disait l'obsession, c'est de réduire au maximum les ordonnances. Maintenant, on réfléchit plus à avoir le bon traitement. Et donc, ça demande une certaine réflexion, quelquefois une conciliation médicamenteuse avec les pharmaciens. Et donc, ça nous permet d'établir la bonne ordonnance. Si on pense qu'un médicament qui est cliniquement associé à des pertes d'appétit ou à l'introduction de ce médicament, il y a eu vraiment une différence, à ce moment-là, bien sûr qu'on va l'arrêter. Enfin, il faut être vigilant sur ce sujet. Mais la réalité, c'est que l'effet, il n'est pas si majeur que nous, on s'en aperçoit devant un malade, la plupart du temps. Donc, il ne faut pas leur donner non plus trop d'importance. Par contre, c'est vrai que si vous avez 17 médicaments à prendre, comme on voit quelquefois sur des ordonnances, et que vous prenez ça au début du repas avec 3 grands verres d'eau pour faire passer toutes ces grosses pilules, en fait, après, vous avez pris votre plus faim. Donc ça, on s'est posé la question de donner les médicaments après le repas, ce qui peut très bien être fait à domicile, par exemple, mais dans les institutions, c'est plutôt organisé pour le donner avant le repas. Et globalement, les tentatives qui ont été faites de les donner après n'avaient pas vu de grands changements non plus. Mais éviter quand même un très grand nombre de médicaments à prendre juste avant les repas. Souvent, ce n'est pas du tout justifié sur le plan pharmacologique ou médical. D'accord, ok. Et un autre sujet qu'on a évoqué, c'est le sucre. Disons, effectivement, les personnes âgées, souvent elles ont ce goût du sucre et beaucoup moins du salé. Et est-ce qu'on peut dire, ok, allons-y, mangeons plein de desserts, il n'y a pas de risque pour la santé. C'est vous, docteur Assiogo, qui avez abordé ce sujet. C'est-à-dire que nous, comme l'a dit le professeur Renaud Simon, on n'a pas beaucoup de restrictions chez la personne âgée. On surveille. Quand on a une personne qui est diabétique, par exemple, et qui aime le sucre, la dénutrition va être très grave chez cette personne. Donc, on privilégie le fait que la personne puisse manger, apporter les nutriments, les macros et les micronutriments dont elle a besoin au quotidien, et on corrige son diabète avec des traitements s'il le faut. Voilà, c'est vraiment en fonction de la personne, mais les restrictions, nous, surtout à l'hôpital gériatrique, on n'en fait presque pas. On essaie de voir dans quelle mesure on peut ne pas faire de restrictions, s'adapter un peu au goût de la personne. L'objectif, c'est que la personne puisse apporter la quantité suffisante d'aliments pour couvrir ses besoins au quotidien. C'est la priorité. D'accord. Et une question, c'est peut-être, professeur Agathe Renaud Simon l'avait abordée, celle de la durée entre les repas. Et notamment le fait que, notamment, en EHPAD, on peut avoir une durée très, très longue de jeûne. Et ça, je pense que c'est mauvais. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, l'idée, c'est que c'est vrai, dans les institutions, les repas sont un petit peu calés aussi en fonction de l'horaire des professionnels. Et donc, les petits déjeuners, quelquefois, sont servis un peu tard.
et les dîners un peu tôt. Et en particulier dans certains EHPAD ou dans les hôpitaux, on voit ce qu'on appelle le jeûne nocturne, donc entre le repas du dîner et puis des petits déjeuners, qui dure des fois 14 heures, enfin c'est énorme. Pourquoi est-ce que ça pose problème? D'abord, tout simplement parce que en fait, on passe une certaine période de temps sans apporter de repas et donc sans calories, sans protéines, sans rien du tout. Donc déjà, il y a une espèce de manque à gagner. Et puis surtout, c'est que quand on est à jeun plus de 12 heures chez les adultes et peut-être ce serait plutôt plus près de 10 heures chez la personne âgée, en fait, on n'a plus assez de ressources pour maintenir sa glycémie, parce qu'on doit avoir une glycémie stable tout le temps, sinon d'ailleurs le cerveau ne fonctionne pas ni le reste. Mais pour ça, on n'a plus assez de glycogène, enfin les espèces d'accumulation de petits stockages de sucre, en fait, d'une certaine manière, et on va puiser dans ces muscles pour aller chercher des acides aminés qui vont se transformer en glucose. C'est-à-dire que quand on a un jeûne nocturne très long, et bien à la fin, on perd du muscle. Et ce muscle-là, il ne va peut-être pas se refaire dans la journée chez des personnes qui ne mangent pas beaucoup, qui sont relativement sédentaires, etc. Donc, on est plusieurs à essayer de changer ça et de faire des dîners plus tard et des petits déjeuners plus tôt. Mais en fait, c'est très difficile à faire passer dans les organisations professionnelles. Et donc, ce qu'on propose au moins pour démarrer, c'est de faire des collations tard le soir ou dans la nuit, ou poser quelque chose sur la table de nuit pour éviter qu'il n'y ait aucune alimentation pendant des heures et des heures. Donc, les personnes âgées, c'est rare qu'elles dorment 10 ou 12 heures d'affilée, comme des bébés, mais en fait, on pourrait, quand les personnes se réveillent, souvent de prendre une tisane et quelque chose à manger, c'est plutôt agréable et ça détend et on peut se rendormir après. Ça pourrait être une façon aussi. Après, j'ai entendu parler de certains EHPAD qui proposaient un petit déjeuner buffet. Et c'est-à-dire que du coup, c'était ouvert à partir de, je sais pas, 7 heures du matin. Donc, les personnes âgées qui ont envie s'y rendent, prennent un petit déjeuner, finalement à l'heure qui leur convient. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quelquefois, elles viennent à 7 heures prendre un petit déjeuner. Et puis, finalement, à 10 heures, 9h30, 10 heures, soit elles ont de nouveau faim, soit elles ont de nouveau envie de manger ou de la compagnie, ou elles ont oublié qu'elles ont pris leur petit déjeuner. Elles retournent prendre un deuxième petit déjeuner. Et comme on sait que le petit déjeuner, c'est un des repas le plus appréciés, c'est super intéressant sur le plan nutritionnel. Donc, on pourrait facilement leur proposer un vrai petit déjeuner ou une collation, ou 2 petits déjeuners, comme on veut le matin. Le soir, l'alimentation, souvent, elle est plus... ils ont moins faim, ils ont tendance à manger des plus petits volumes. Donc, à ce moment-là, allons-y sur les petits déjeuners. Et j'imagine que ces règles valent aussi pour le domicile. Est-ce que ça peut être un conseil, peut-être même de fractionner, de prévoir des collations? Absolument. Alors, en fait, les collations sont des moments où, en effet, on peut intégrer plus de nutriments. Alors, ce qui est important, c'est que les collations, il faut qu'elles soient prises dans, par exemple, un jus de fruits et quelque chose au milieu de la matinée. Ça permet à la fois de boire et de manger. Et puis, les collations l'après-midi, il faut les laisser assez ouvertes à ce que les gens aiment. Et puis, en effet, introduire les collations après les repas, enfin le soir avant de se coucher, le matin très tôt. Et donc, ça permet d'additionner les prises alimentaires. Et là encore, il ne faut pas avoir peur de couper l'appétit parce que finalement, ils vont manger quand même plus au total que s'ils n'avaient pas eu de collation. D'accord. Alors, nous avons une question d'une dame qui précise que son mari a perdu 3 kilos et pourtant il mange bien, il a bon appétit. Est-ce que c'est normal? Il a 70 ans, une maladie d'Alzheimer diagnostiquée en juin dernier. Alors, j'imagine que c'est difficile de faire une consultation à distance, mais est-ce que c'est des situations que vous avez déjà pu rencontrer? C'est-à-dire, on peut perdre du poids alors que... En fait, si on perd du poids, c'est qu'on n'a pas assez mangé. C'est mathématique. On ne peut pas perdre, c'est le résultat direct. Donc, ça veut dire que cette personne, elle a mangé moins, mais ça ne s'est pas vraiment vu. Soit parce que la diminution de l'alimentation a été très progressive, soit parce que finalement, l'entourage s'est adapté aussi à cette prise. Donc, on ne peut pas dire personne ne mange normalement. Ça ne veut pas dire grand-chose. On mange très différemment les uns des autres, en quantité, en qualité. Et donc, en fait, la meilleure façon de savoir si on mange assez, c'est de se peser. Si vous maigrissez, c'est que vous ne mangez pas assez. Si vous grossissez, c'est que vous mangez un peu trop.
D'accord, c'est vraiment… Il n'y a pas le choix. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez même interagir ou poser des questions, de réaction. J'en avais une aussi, parce que là aussi, c'est un sujet, Jean-Marc, sous votre contrôle également, mais la question du sommeil, qui revient aussi de façon un peu assez récurrente. Il y a beaucoup de recherches, à la fois sur la qualité du sommeil comme facteur de déclenchement, voire d'aggravation de la maladie. Donc, quel lien est-ce qu'on fait entre nutrition, sommeil, dénutrition, sommeil? Vous disiez vous-même, le soir, les personnes âgées, elles ont moins faim. Donc, est-ce que si on mange moins, on dort mieux? Quel lien vous faites entre les deux? Alors, en réalité, je ne connais pas très bien ce domaine-là. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de dire il faut manger pas trop pour bien dormir, ça ne s'applique pas vraiment bien à une personne âgée. Donc, il ne faut pas dire je vais limiter mon alimentation pour mieux dormir. Ça j'y crois pas trop. On entend beaucoup. Oui, mais il y a beaucoup d'idées reçues dans le domaine de l'alimentation, ce qui est très compréhensible parce que l'alimentation, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on en a des sensations, chacun essaye de se sentir au mieux avec l'alimentation. C'est tout à fait naturel que s'installent des espèces de constats qui sont des fois un peu à côté de la réalité. On ne peut pas critiquer, mais d'où l'intérêt justement d'en parler pour essayer de recaler un peu les choses. Donc, ne pas manger, ça ne va pas améliorer le sommeil, ça je ne pense pas vraiment. Après, le sommeil, il est de moins bonne qualité, évidemment, tout le monde le sait, en vieillissement. Et peut-être, justement, s'il y a des moments où on est éveillé, profiter pour faire une collation. Quelquefois, cette collation, elle a non seulement une vertu de nourrir, mais aussi, quelquefois, elle a des vertus apaisantes et on imagine des boissons au miel, peu importe, le miel, ça ne fait pas dormir, mais l'idée est apaisante et donc ça peut aussi aider pour le sommeil. J'en sais en réalité pas beaucoup plus. Et une question peut-être sur l'alcool. Est-ce que, modérément, j'imagine, de toute façon, mais est-ce que c'est déconseillé? Est-ce que ça peut être déconseillé? Ou est-ce que l'apéritif ouvre l'appétit? Je crois que ça fait partie. Oui, ça fait partie du plaisir et des habitudes de certaines personnes âgées, et c'est très bien comme ça. Et donc, il n'y a pas de raison là aussi de leur en priver. Après, c'est vrai que le problème, c'est que l'alcool, ça a quand même un effet sur le cerveau, et sur un cerveau un peu fragilisé, on peut vite être un peu troublé, et on ne voudrait pas non plus que les gens tombent parce qu'ils boivent trop, etc. Par contre, de prendre un verre de vin à midi quand ça leur plaît, bien sûr, pourquoi pas? Il n'y a pas de contre-indication. Pas de contre-indication formelle, et surtout, il n'y a pas d'indication à empêcher les gens de faire ce qu'ils aiment. C'est ça qui est important. C'est le message que vous souhaiteriez qu'on retienne, je pense, les uns et les autres. Bien sûr. On n'est pas là pour ça. Et il y a d'autres idées, on arrive déjà au terme de notre webinaire, mais d'autres idées reçues que vous souhaiteriez combattre les uns et les autres, ou idées à combattre, ou messages forts à partager? Il y a une idée fausse aussi qu'on entend beaucoup, c'est que il n'y a pas besoin de manger de viande en vieillissant. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, et ça, c'est malheureusement une idée bien fausse. Je dis malheureusement parce que la réalité, c'est que en vieillissant, quelquefois, il y a moins d'appétence pour la viande. Ce n'est pas forcément le bœuf, ça peut être le poulet, peu importe quoi, ou même le poisson. Il y a moins d'appétence, mais pour autant, les personnes qui vieillissent ont besoin de plus de protéines que les adultes jeunes. Donc, pas seulement autant, mais plus. Donc, et en fait, les muscles ont besoin de plus de stimulation. Ils sont un peu paresseux au message de l'anabolisme musculaire. Donc, il faut un peu forcer. Et donc, il ne faut pas limiter les aliments protéiques. Et au contraire, on propose plutôt de prendre viande, œuf ou poisson à midi et le soir. Enfin, ou poisson, hein, pas tous les trois. Ou le matin et soir, et 4 laitages par jour. Donc, vous voyez que l'idée, c'est vraiment d'inciter à manger des protéines. Et donc, ça, c'est important. On s'aperçoit dans des études de population que celles qui mangent plus de protéines, finalement, deviennent fragiles plus tard que les autres.
parce qu'elles ont plus entretenu le muscle. C'est peut-être eux aussi qui font plus d'activité physique. Et puis, un message encore important, c'est qu'il faut de la vitamine D. Oui. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Il faut bien manger suffisamment en calories pour garder un poids stable, bien manger en protéines pour entretenir ses muscles, être supplémenté en vitamine D, parce que les muscles ont aussi besoin de vitamine D, pas seulement les os, et puis se faire plaisir. Vous, docteur? Alors, moi, ce que je dirais, c'est dans le même sens. Il n'y a pas de restriction. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent en consultation qui disent « j'aime bien la charcuterie, mais c'est gras, le cholestérol, voilà ». À un certain âge, quand on aime la charcuterie, on peut en manger. On sait qu'on ne va pas manger plus que ses besoins. Oui. De toutes les façons, ce sont des personnes qui ne mangent plus beaucoup. Et si c'est la charcuterie qui fait plaisir, à un repas, on peut en manger. Le message, c'est la même chose. Il n'y a pas de restriction. C'est le plaisir. Il faut écouter son corps, s'adapter à la faim. Quand on a faim, on mange. Mais surtout, veiller à ce que l'apport d'aliments dans la journée puisse couvrir ses besoins. Une personne qui perd du poids, c'est aussi que les besoins ne sont pas couverts. Donc, c'est quelqu'un qui dépense peut-être un peu plus, qui ne couvre pas ses besoins. Donc, il faut manger suffisamment et éviter les restrictions. Ne pas hésiter à en parler avec le médecin ou les soignants ou l'entourage pour avoir les conseils qu'il faut. Nous, on a permis à certaines personnes de remanger des choses qu'elles aimaient. On a des personnes qui, depuis 10 ans, ne mangent plus telle chose parce que c'est interdit et qui ont recommencé à manger. Parce que leur médecin traitant... Le médecin traitant a dit, voilà, le cholestérol, surtout pas, voilà. Jean-Marc Douane, peut-être le mot de la fin. Moi, je sors plus riche de ce webinaire, pas financièrement, parce que j'ai rien reçu, mais en termes de connaissances, et merci à mes collègues. Et puis, ça me permet, je vais en faire un petit appel là, ça va me permettre d'avoir des échanges assez musclés avec mon médecin traitant, qui va dire qu'il y a un tas de choses et qui m'empêche de vivre comme j'ai envie. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Moi, le mot de la fin, ça va être plaisir et convivialité. Voilà, on le garde. Et une action voilà, sur tous les fronts, puisqu'on abordait aussi la question de la viande. On est dans une période inflationniste. Et voilà, là aussi, il y a beaucoup d'autres mobilisations à avoir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. À tous les quatre. C'était passionnant. N'hésitez pas à partager ce webinaire, puisqu'il a été enregistré. Et donc, on se retrouve très prochainement. Et bien sûr, restez mobilisés. En tout cas, France Alzheimer le sera tout au long de cette semaine. Donc, restez mobilisés à nos côtés. Merci beaucoup.